Bismillah. Le corps de Fershid Ben Ezir décrit une courbe paresseuse au centre de la cabine. Une boîte vide de colla la campagne un instant, avant de rebondir mollement sur une paroi et de poursuivre son vol au ralenti dans l'espace confiné. Le pilote s'agrippe à une sangle, se stabilise, tête en bas, au-dessus du hublot ventral. À travers la couche de verre de 4 centimètres qui aurait eu besoin d'un sérieux coup de chiffon, la face éclairée de la Terre ressemble à une énorme bassine d'eau savonneuse parcourue de tourbillons. Ferchid ne peut retenir un soupir. Planète bleue, planète verte, planète blanche. Oui, les ondes, son nuage, ne représentent que quoi? Un cinquième de sa surface. Même pas. De toute façon, les données que ClimSat est censé récolter sur l'état de cette fichue planète, non, il ne va quand même pas penser, pour la 100 000e fois, cette planète fichue se modifie, s'aggrave à chaque nanoseconde. Ferchit sourit, sans presque s'en rendre compte. Sur le verre sale qui fait miroir et où se reflète son visage, il prend le temps de détailler sa figure anguleuse. Au teint mat, au nez busqué, aux yeux trop enfoncés dans des orbites surmontées d'un grand front et de cheveux bien noirs, frisés, coupés courts. Le reste de son corps, lent, maigre et nerveux, disparaît dans une combinaison de vol d'un bel orange barré de bandes blanches. Le total compose le portrait d'un homme de 31 ans, pilote spatial de son État, palestinien de naissance, mais comme la Palestine est un pays qui n'existe pas et qu'il l'a quitté alors qu'il n'avait que 3 ans, Ferchid est de nationalité française, ce qui ne l'a pas empêché de passer une bonne partie de sa vie d'adulte aux États-Unis pour sa formation à la NASA, avant d'intégrer l'Agence spatiale européenne, avec en bout de course cette mission dans la station orbitale ClimSat. Une pression sur son bras interrompt le flot des souvenirs, venus sans crier gare. Il se retourne et sourit à Milena, mais cette fois il s'agit d'un vrai sourire, pas d'un reflet sur un miroir menteur. Grande, belle, blonde, Milena Drakovic a tenu à garder ses cheveux longs, bien que ce ne soit guère recommandé en microgravité, où des mèches vagabondes peuvent à tout moment s'emmêler dans des câbles. Sa combinaison à elle est d'un beau vert émeraude. Elle est de Vukovar, en Croatie, autre pays qui n'existe qu'en pointillé. C'est une des 2 climatologues de la mission, mais elle a aussi dans ses poches un doctorat de physique des fluides, un de médecine, spécialité les maladies tropicales, et quoi encore? Aucune importance, même si, à côté d'elle, Ferchit se fait parfois l'impression d'être un analphabète. L'homme et la femme semblent danser un instant dans la pesanteur réduite. La main de Milena effleure une seconde la joue de Ferchid, qui aurait besoin du rasoir, puis elle se propulse d'un coup de talon dans le boyau qui communique avec un des labos grands, comme un placard où elle va continuer à rassembler des données. Encore et encore des données. Le pilote la suit du regard jusqu'à ce que la météorologue, dont le corps ondule comme celui d'un poisson, ou plutôt d'un triton, ait disparu derrière le sas. La présence de Milena, même fugitive, lui a fait du bien. Se rencontrer ne serait-ce que se croiser seul à seul dans l'espace réduit de ClimSat, c'est déjà énorme. Ferchid et Milena se sont aimés dès le premier jour, presque dès le premier coup d'œil, lorsque les 4 candidats au vol d'observation de longue durée, décidés par l'Agence de prévention climatique européenne, avaient été définitivement sélectionnés. C'était il y a tout juste un an, en 2026, mais cela paraissait si loin. 4 mois d'entraînement à Kourou 2, au milieu d'une jungle dévastée, sur une base périodiquement balayée par des cyclones de plus en plus violents, 4 mois de bonheur. Ensuite, la mise sur orbite par Ariane 87, maintes fois repoussée. Et maintenant, l'espace depuis 8 mois,
avec des possibilités de contact intime rien moins que difficultueux. Ferchid se gratte les côtes à travers sa combi. À quoi sert de revenir sans cesse sur le passé? Il a été volontaire, non? Et il est pilote, alors autant faire son boulot, ou au moins faire semblant. À son tour, il se lance dans un boyau, le B3, qui, après un angle à 90 degrés, lui permet de piquer du nez dans la cabine de contrôle. Il s'arrime au siège de commande qui s'adapte immédiatement à son corps grâce aux senseurs ergonomiques dont il est équipé. Tout s'allume autour de lui. Des centaines de luminants qui pourraient donner à Ferchid Ben Ezir l'impression qu'il flotte dans le vide au milieu d'une poussière d'étoiles. Bonjour, commandant, fait la voix douce et toujours égale de Pénélope. Bonjour à toi, ma belle. Quoi de neuf? Vous préférez un rapport chiffré du plan de vol de la dernière boucle orbitale, commandant? Il me semble sans que cela soit un reproche que je ne vous ai pas vu à votre poste depuis plus d'une heure, ou un résumé vous suffira-t-il? Un résumé, du résumé, s'il te plaît, murmure le commandant d'un ton faussement irrité. Pénélope est une des extensions de l'ordinateur de bord, celle qui a en charge le vol orbital et les observations strictement aéronautiques. Le véritable pilote, ensemble, Ferchit, a programmé son vocal sur une voix féminine et lui a donné le prénom d'une de ses anciennes petites amies de Cap Kennedy. Mais c'est juste pour rendre jalouse Milena qui joue le jeu. Et tandis que Pénélope dévide à sa seule attention une suite de coordonnées concernant le plan de vol, Ferchid, qui a éclairé l'écran de vision directe, s'abîme de nouveau dans la contemplation morose de la terre malade qui défile sous le ventre de la station. La routine. Climsat, la station de surveillance et de prévention, SIC, climatique, c'est que le dernier avatar de l'interminable d'engins météo, qui avait été lancé au siècle dernier, a commencé par le Météosat européen et le Seasat américain, à la fin des années 1970. Des dizaines d'autres avaient suivi, de plus en plus gros et sophistiqués, comme le Topex Poseidon de la NASA en 1992, Jason 1 en 2001, l'Envisat européen l'année suivante, le Chimbo sino-coréen en 2007, et tant d'autres jusqu'à ajouter aux 20 000 objets déjà en orbite plus de 400 satellites météo, tous inhabités sauf Climsat. Ferchid et ses collègues sont les seuls humains à regarder de haut l'eau et le vent s'acharner sur la biosphère de la mère planète et le taux de réchauffement global ou TRG. Grimper, grimper. Altitude 330 km, vitesse 6628 km par seconde, orbite asynchrone. Cela signifie que le satellite tourne en sens contraire de la rotation de la Terre. Incliné à 48 degrés par rapport à l'équateur. Climsat peut observer les points les plus critiques du globe. L'Arctique qui se morcelle, l'Europe sous les eaux, déjà amputée de la Camargue et d'une partie des Pays-Bas. Le désert saharien qui s'étend, l'Inde calfeutrée sous son nuage brun de pollution, le Bangladesh aussi rangé qu'un morceau de fromage grignoté par des rats. L'Indonésie giflée par les typhons, le Japon attaqué par les tsunamis, le centre des États-Unis qui menace de ressembler au Sahara. Et on recommence à raison d'un bouclage orbital toutes les 113 minutes, plus quelques secondes. Ferchid vient d'aborder sa troisième orbite depuis qu'il a repris les commandes quand Pénélope lui signale quelque chose d'anormal du côté de la Lituanie, couverte comme les 9/10 de l'Europe de l'Est par une immense couette d'un blanc sale. Heure locale 8h37 et des poussières. Zone de chaleur à 116 43 50 sur
Le commandant n'a pas besoin de donner des ordres nécessaires que la vidéo zoome déjà vertigineusement sur le point repéré. Rien de spécial n'est perceptible, ou peut-être, à travers l'épaisse couche nuageuse, un vague miroitement. 280 degrés Celsius, 285, 292, débite Pénélope, sans émotion apparente parce qu'elle n'a pas été programmée pour en avoir. La température ne cesse de monter, on vient de dépasser 300. Qu'est-ce que c'est que ça s'inquiète Ferchit. Qu'est-ce qui se passe sur le plancher des vaches fait en écho derrière lui la grosse voix de Bonaventure Benabeke. Comme les autres passagers de Klimsat, le démographe haïtien a été averti en même temps que le pilote. Il vient en nouvelle tout en débouchant un tube de pâte au poulet. Presque immédiatement, le surpuissant radiomètre infrarouge ATTR-4 a pris le relais de la vision directe. Sur l'écran du poste de contrôle, un puzzle reflétant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, du jaune citron à l'indigo presque noir, dessine maintenant un paysage abstrait qui, remodelé par le synthé image, devient en l'espace de quelques secondes la maquette hyper réaliste d'un ensemble de bâtiments cubiques surmontés de hautes tours de refroidissement et plantés sur une plaine mouillée. Au centre, ces bâtiments, une coupole crevée à l'intérieur de laquelle rougeoie une fournaise de fonderie. 430 degrés, continue à égrener Pénélope. 435, c'est la centrale nucléaire d'Ignalina. Un an de réacteurs ont explosé à 11 secondes d'écart. Radioactivité autour du site, 5000 gigabesquerels. En expansion rapide vers le sud-ouest. Une centrale RMBK, réacteur de grande puissance à eau bouillante, précise Barbara Caruso, qui vient de pénétrer dans la cabine de contrôle, même type que celle de Tchernobyl. Vous vous souvenez, en 1986, en Ukraine. Que s'est-il passé à Ignalina? On le saura forcément un jour ou l'autre, mais ça changera quoi? Les troubles climatiques perturbant la maintenance des centrales nucléaires et multipliant les risques d'accidents, rien d'étonnant à ce qu'une des trop nombreuses centrales déliquescentes de l'Est européen en soit venue à péter. C'est le contraire qu'il aurait été, grommelle le gigantesque Bonaventure en portant à sa bouche un deuxième tube de pâte de poulet. Tu vas intégrer ça comment dans tes graphiques demande Barbara. À côté du démographe haïtien, la seconde climatologue, qui a aussi le titre de chef de bord, paraît minuscule, avec son grand nez, ses yeux toujours mobiles, son crâne rigoureusement épilé. Elle ressemble à un oiseau sur le point de se faire manger par un gros chat noir. Au pif, déplacement de population d'1,5 million à 2 millions de personnes au-delà d'une zone de sécurité de 100 km. En oubliant les migrants non recensés qu'on n'aura pas prévenus. Mais vous voulez que je vous dise, ils vont servir à quoi, les graphiques? Une bonne question, à laquelle personne ne répond, parce que les migrations de population depuis 20 ans sont devenues la nouvelle donne géopolitique d'une planète qui se barre en quenouille. On appelle ces nouveaux migrants des réfugiés écologiques, ce qui signifie simplement que les pauvres du Sud, toujours plus pauvres, plus démunis, plus éprouvés, vont au nord chercher un illusoire refuge. De plus en plus nombreux, ce qui crée des troubles, forcément. Quand ils ne sont pas refoulés, le Royaume-Uni, par exemple, s'est refermé comme une huître. Quand leurs bateaux surchargés ne sont pas purement et simplement coulés à coups de missiles par des pays comme... Mais à quoi bon les nommer? C'est à ce genre d'observation, entre autres, que se livre Klimsat. La décision de lancer une station climatique habitée tient à un retour de confiance naïve en l'élément humain, un élément qui, propulsé au-dessus de la mêlée, serait mieux à même de garder la tête froide et intacte ses facultés d'analyse, parce qu'on réfléchit mieux en impesanteur que les pieds dans l'eau. Ça reste à prouver. Tu viens? Ferchit sent des mains se poser à plat sur ses épaules. Milena a quitté son labo pour venir le chercher. C'est leur tour de quart de sommeil. Le pilote se détache de son siège
et suit la jeune femme dans la cabine dortoir. Chacun leur tour, les deux astronautes s'isolent dans le cabinet de toilette, passent sous l'unique douche brumisateur, puis se sanglent verticalement à la paroi, contre l'alvéole de mousse qui enrobe leur dos. À bord de Klimsat, on dort verticalement, même si cette notion n'a pas grand sens dans l'espace. Au moins, les alvéoles se touchent-ils, ce qui permet aux amoureux de se tenir par la main, de se cramponner l'un à l'autre dans l'attente d'un sommeil bref, et pourtant toujours lent à venir. Fais de beaux rêves, Milena, souffle Ferchid. Elle ne lui répond que par un sourire doux et lumineux à la fois. Ils savent bien que, dans l'ordi, les réveillera 6 heures plus tard. Leurs mains se seront détachées pour flotter paresseusement devant leur buste au rythme d'une valse silencieuse. Mais demain est un autre jour.